Chers abonnés, bonsoir. Cette interview s'intitule Voir sans les yeux, la science de l'intuition et les mystères de la vision à distance. Pendant des décennies, la simple évocation de la vision à distance relevait du folklore ou de la science-fiction. Pourtant, derrière cette expression se cache une méthode permettant d'obtenir des informations sur une cible éloignée dans l'espace ou le temps sans utiliser les sens habituels. Il a notamment été expérimenté dans le cadre du programme militaire américain Stargate pour des missions de renseignement, et certains enquêteurs ou chercheurs disent l'avoir aussi utilisé pour contribuer à retrouver des personnes disparues, à l'exploration de sites archéologiques ou à l'étude de phénomènes inexpliqués. Vous savez, maintenant, depuis quelques mois, je donne pas simplement la parole à des explorateurs de conscience. Chez moi, c'est comme ça va, ça vient un peu par cycle, par envie et par centre d'intérêt. Et manquait dans ce domaine-là, à mon modeste palmarès, le Suisse Fabrice Bonvin, psychologue de formation, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la conscience, aux ovnis, aux objets volants non identifiés et à l'intuition. Il est pionnier francophone de la vision à distance. Fabrice Bonvin explore depuis plus d'une décennie les frontières entre psychologie, perception et conscience. Il est également le fondateur de l'Académie de l'intuition. Il défend l'idée que l'intuition peut s'entraîner selon une méthode structurée et qu'elle pourrait devenir l'une des compétences les plus précieuses de l'être humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, beaucoup confondent aujourd'hui vision à distance, sortie hors du corps, voyage astral, expérience de mort imminente et même voyance. Alors, on va répondre à toutes ces questions avec Fabrice Bonvin, que je salue. Bonjour Fabrice. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Est-ce que tu veux bien déjà nous aider à y mettre un petit peu de clarté entre qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre la vision à distance, les sorties hors du corps, le voyage astral, les EMI et puis également la voyance. Est-ce que pour vous, pour toi, est-ce que il s'agit de manifestations différentes d'un même phénomène ou bien est-ce que ce sont des processus totalement distincts? Aide-nous à y voir plus clair. Excellente question Isabelle. Il s'agit de processus distincts, à mon sens. Qu'est-ce qu'on fait en vision à distance ou en remote viewing? On utilise le corps. OK? Parce que l'intuition, elle passe par le corps. Étymologiquement, intuition, c'est regarder attentivement à l'intérieur de soi. Donc, ça passe par le corps. On va aller chercher de l'information avec son subconscient à travers le corps, qui est un médiateur ou un traducteur, et on va le conscientiser, on va conscientiser des perceptions, des impressions. Donc, tu as évoqué plusieurs phénomènes, comme les sorties hors du corps, donc tu comprends bien que la vision à distance n'a rien à voir avec des sorties hors du corps, puisqu'on se concentre sur nos ressentis corporels qu'on fait de la vision à distance. Donc, c'est pas une sortie hors du corps, clairement pas. Tu as également évoqué le voyage astral. Pour moi, là, on est encore sur un autre type de phénomène. Tant bien même, je ne suis pas un spécialiste du voyage astral. Et puis, une expérience de mort imminente, je connais bien puisque j'en ai fait une. Ah ouais, Donc, je sais de quoi je parle. Et ça a aussi rien à voir puisque une expérience de mort imminente, enfin, de manière générale, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne commande pas, donc qui s'impose à soi-même, souvent lors d'un accident. Et puis, il s'agit, je dirais, pour les expériences de mort imminente, d'une forme, je dirais, de voyage ou d'initiation qui n'a rien à voir avec la vision à distance, où on est totalement conscient qu'on fait de la vision à distance, on est attentif à ses ressentis, à son corps, et on traduit en fait des perceptions avec des mots. Ça n'a rien à voir avec les expériences de mort imminente. Ça, est-ce c'est que clair. tu veux bien nous toucher deux mots sur ta propre EMI?
Oui, bien sûr. Alors, je vais être assez succinct, mais grosso modo, c'est une EMI qui est assez particulière puisqu'elle n'est pas consécutive à un accident. J'ai tout simplement perdu connaissance. Il m'arrivait à l'époque j'étais adolescent, de perdre connaissance. Et puis, en perdant connaissance, eh bien, j'ai eu une revue de vie euh, de manière classique, hein, comme on peut le lire dans la littérature consacrée. Je suis retrouvé dans un espèce d'océan d'amour, d'amour inconditionnel, on va dire ça comme ça. Vraiment, c'est une expérience qui est extrêmement marquante, vraiment extrêmement marquante parce que c'est un sentiment qu'on ne connaît pas sur Terre, clairement. Donc, on a l'impression et on fait même un avec le tout. On a une impression de revenir à la source, de revenir à la maison. Et en fait, moi, je voulais plus revenir sur Terre. Et là, une voix m'a dit, c'est pas ton heure, tu as encore beaucoup de choses à faire, tu dois revenir sur Terre. Et là, j'ai repris connaissance. J'ai mon père qui était en face de moi, mon père et ma sœur. Et qu'est-ce que ça a Voilà. changé à ta vie, cette expérience? Alors, le principal apport ou enseignement, c'est que je n'ai plus peur de la mort. Ça, c'est clair, parce que vivre une expérience comme ça, C'est c'est vraiment l'amour dans ce qu'il y a de plus fort en fait qu'on ne connaît pas sur Terre. Donc alors je dirais pas que j'ai hâte de mourir, ça serait ça serait exagéré. Je suis content de ma vie et je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire sur Terre, mais je ne crains plus le moment de mourir. On va dire, je peux encore craindre la souffrance physique ou mentale, mais en tout cas pas ce passage vers la mort. Alors maintenant, on va revenir à ta spécialité, la vision à distance, que tu enseignes aussi, tu donnes des formations, on en parlera à la fin de cet entretien. Mhm. Pendant près de 20 ans, les États-Unis ont investi des dizaines de millions de dollars dans le programme Stargate. Que disent réellement les archives déclassifiées lorsqu'on prend le temps de les lire au sujet de cette expérience? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Qu'est-ce que c'était que le programme Stargate? Et est-ce qu'il est encore pratiqué aujourd'hui ou est-ce Mhm. il a fait des bébés? Oui, on pense qu'il a fait des bébés, mais il n'y a rien d'officiel. Alors, le programme Stargate, c'est un terme générique qui comprend toutes les études qui ont été faites durant 23 ans par le gouvernement américain, donc de 72 au 72 pour nos amis français, à 95 ou 95 pour nos amis français, donc 23 ans, où le gouvernement américain a étudié la perception extrasensorielle, donc la capacité à aller chercher de l'information au-delà de l'espace et du temps avec son intuition et de pouvoir ramener de l'information et la décrire. 23 ans, c'est long. J'insiste là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, ce programme ne s'est pas uniquement appelé Stargate. Il s'est appelé Stargate les 5 dernières années, mais avant, il avait différents noms de code. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ce programme Stargate a été conceptualisé, a été pensé, a été construit par des scientifiques, des physiciens à Stanford, au Stanford Research Institute. Donc, c'est une méthode qui est scientifique. On utilise des protocoles pour faire de la voyance. En fait, c'est de la voyance assistée. Et c'est quelque chose qui peut être appris et qui peut être enseigné. Pour Dans le but, revenir au... Oui. dans un but d'espionnage militaire, est-ce que tu Oui, peux alors donner c'est là où des j'allais en exemples? venir. En fait, à l'époque, au tout début du programme Stargate, on est en 72, en 72, les Américains, ils avaient une peur, c'était que les Russes utilisent des médiums ou des voyants pour faire de l'espionnage. Et surtout de ce qu'on appelle de l'influence à distance. Et ils voulaient mettre en place un programme de contre-espionnage. Et ils ont eu vent d'expériences qui a été faite au laboratoire de Stanford par un chercheur qui s'appelle Al Puthoff et un voyant qui s'appelle Ingo Swann. Et ils ont découvert que ce voyant, Ingo Swann, était capable d'influencer à distance un mécanisme, mais était aussi capable de le décrire, ce mécanisme. Et ils se sont dit, mais c'est incroyable, si il est capable de pouvoir décrire ce mécanisme, il est peut-être aussi capable d'aller décrire ce que font les Russes en Sibérie, dans leur centre de recherche, etc. Donc, ils se sont dit, mais c'est peut-être une très bonne application d'espionnage psychique. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à donner de l'argent au Stanford Research Institute pour payer des voyants qui étaient naturellement doués pour pouvoir décrire ce qui se passait au-delà du rideau de fer
donc à 6 000 km de Stanford. Est-ce que tu as des Voilà. anecdotes concrètes qui Ouf, ont été oui, mises à jour aujourd'hui par rapport à cet espionnage militaire? bien sûr. Donc il faut savoir que c'est un programme qui était top secret, qui a été déclassifié en 95 sous le nom de programme Stargate. N'importe qui peut aller consulter ces archives sur Internet, hein. Vous tapez dans le moteur de recherche CIA Stargate et vous allez tomber sur les archives. Vous allez vite vous y perdre parce qu'il y a plus de 10 000 documents. Moi, j'ai passé des dizaines, des centaines d'heures à les consulter. Ces documents, c'est des programmes, des auditions, des audits du programme, ce sont des papiers de recherche scientifique, ce sont des séances intuitives. Et puis, il y a vraiment des trésors en fait dans ces archives, si on prend la peine de les consulter, où on voit bien que les espions psy ont été capables de décrire des installations de manière très précise, en particulier en Sibérie, et puis de rapporter des documents ou enfin, des informations qui ont servi aux Américains pour faire de la récolte de renseignements. En fait, il y a plusieurs manières de récolter du renseignement. Il y a par des espions humains, comme dans James Bond. Il y a aussi par des voies techniques. Je pense aux satellites. Mais des fois, on n'a pas accès, en fait. Et quand ils n'avaient pas accès, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient aux intuitifs du programme Stargate, qui étaient triés sur le volet au départ, ces expériences de vision à distance et de rapporter de l'information. Une des premières applications, c'était durant la crise des otages en Iran. On leur ont demandé d'identifier les otages qui étaient emprisonnés dans l'ambassade à Téhéran. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Isabelle, oui, il y a des exemples qui sont très connus. Il y a surtout cet exemple, et j'en parle dans mon livre, La science de l'intuition, de ce sous-marin qui était en construction dans un hangar en Sibérie. Et il voulait savoir ce qu'il y avait dans cet hangar, et cet hangar, il donnait pas directement sur l'océan. Et ils ont demandé, donc il y a un espion psy, qui est toujours vivant, hein, qui est un des meilleurs au monde, qui s'appelle Joe McMoneagle, et ils lui ont demandé d'aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Et il a décrit un énorme sous-marin. Il a rendu en fait ce rapport qui s'est monté jusqu'au Conseil national de sécurité. Donc c'est une branche de l'exécutif, hein, c'est directement rattaché à la Maison Blanche. Et le directeur de la CIA de l'époque, c'était Robert Gates. Il a dit mais c'est complètement délirant, c'est impossible qu'un tel sous-marin existe. Et il a renvoyé la note à Joe McMoneagle et McMoneagle lui a dit, bah, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller voir dans le futur ce qui va se passer. Et il a décrit en fait le sous-marin tel qu'il allait être lâché à travers des canaux dans la mer Baltique. Et puis, il a décrit en fait le typhon, puisque le jour où il était lancé dans la mer, les Américains ont pointé des satellites au-dessus du site, du lieu, et ils ont effectivement pu photographier et filmer ce typhon qui était le plus grand et encore actuellement le plus grand sous-marin qui existe, qui était totalement inconcevable de par sa conception à l'époque. Il n'y avait aucun moyen de savoir qu'il y avait effectivement ce sous-marin dans ces hangars et surtout pas un sous-marin de cette taille et avec ces caractéristiques qui ont été décrites par le menu détail. Alors des exemples comme ça, il y en a tout plein, je peux en Mhm. donner pendant toute Tu nous l'émission, on va donneras, peut-être pas le ouais, faire. après tu nous donneras des exemples contemporains par rapport à tes Ah propres oui, bah moi je récits et tes travaille propres avec mes expériences. étudiants là-dessus et bien On sûr, va, on va venir plus on tard. pourra parler de ce qu'on fait avec Ouais. mes étudiants, et volontiers. Mais alors, pratiquement, comment ça se passe, ça? Parce qu'il semblerait que ces fameux militaires psy, ces viewers de l'armée américaine, semblent souvent décrire des sensations, des textures ou des émotions avant d'identifier un lieu. Comment est-ce qu'on peut être aussi précis en voyant un sous-marin, par exemple, alors qu'on est plutôt dans la perception de sensations? Comment ça se passe? Comment ça marche? Bon, alors, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que il faudrait quand même quelques heures, mais ou suivre ma formation. Mais D'accord. grosso modo, pour donner une idée, on part d'une page blanche. Parce que c'est plus facile de décrire quelque chose quand on part d'une page blanche, que si moi je te donne des indices. Si je te dis par exemple, voilà, la cible, parce qu'on parle de cible, est un personnage célèbre français du XVIIIe siècle, tu vas avoir plein d'idées qui vont venir, tu vas alimenter ton mental. Ton mental, il va déduire, il va interpréter, il va imaginer, il va juger. Le mental, il est toujours très actif.
Donc, on va partir d'une page blanche et on va dérouler un protocole qui se décline sur 6 étapes. Et on va toujours aller du général au particulier et du concret à l'abstrait. Au début, ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir mettre ton corps en mouvement à travers de ce qu'on appelle un idéogramme. C'est-à-dire que, selon la théorie derrière la méthode, en fait, les informations pourraient se situer dans une espèce de bibliothèque universelle. On parle des annales akashiques, par exemple. Ton inconscient a accès à ces informations et tu vas devoir les ramener à un niveau préconscient et puis les interpréter ces informations. Donc ça, tu le fais dans le mouvement. En fait, l'intuition, elle se déploie dans le mouvement, dans le lâcher prise et dans la spontanéité. Donc c'est pour ça qu'en remote viewing, on va assez vite, on va faire un petit gribouillis et ensuite on va essayer déjà dans un premier moment, on va essayer de décrire, en fait, en gros, la consistance, le mouvement et les énergies. Voilà, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. Mhm. Ensuite, dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux aspects sensoriels de la cible. Comme tu l'as dit, c'est les 5 sens. La vue, ça peut être la couleur, les couleurs, ça peut être le toucher, la consistance, euh, la consistance, la texture. On va s'intéresser à l'ouïe, on va s'intéresser aussi à l'olfaction. On va s'intéresser ensuite aux aspects dimensionnels de la cible. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux aspects qui sont plus conceptuels. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en remote viewing, on n'est pas là pour deviner ce qu'est la cible, on est uniquement là pour capter l'information, la traduire et décrire par des mots, et c'est souvent des adjectifs. Parce que le gros problème qu'on trouve quand on fait une séance intuitive, c'est que le mental, il voudra interpréter les choses, il voudra donner du sens. Et en fait, c'est pas ce qu'on fait en remote viewing. En remote viewing, on est uniquement censé se mettre dans un état d'accueil et de disponibilité à l'information, la ressentir et la mettre sur le papier. Et c'est pas ton job, en fait, en tant qu'intuitif, d'interpréter ou de nommer quelque chose. On veut pas nommer, on veut décrire. C'est ça la règle. Ouais, ouais. Et Mais il y a vraiment une idée de faire un tri durant une séance de remote viewing entre ce qui relève du mental, que j'ai nommé avant, déduction, interprétation, même les émotions. Les émotions ne sont pas des perceptions. Les émotions, c'est toujours une réaction à une perception. On réagit à quelque chose avec une émotion. Je suis en colère, je suis en joie, je suis surpris, je suis dégoûté. C'est une réaction à quelque chose qu'on perçoit. Donc vraiment, le remote viewing, c'est de la perception dans ce qu'il y a de plus pur. Et puis, moi, j'ai des étudiants qui sont capables de percevoir des choses qu'ils ne connaissent même pas. Donc, en fait, l'information ne se trouve pas dans leur cerveau. On dit que l'intuition, en fait, c'est des informations qu'on aurait emmagasinées de manière inconsciente et qui ressurgissent de manière fulgurante. C'est un type d'intuition, c'est vrai. Mais ce qu'on fait en remote viewing, c'est l'intuition non locale. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de l'information ailleurs, je ne sais pas où, mais dans un web cosmique. On va la y ramener et puis on va pouvoir décrire des choses de cette manière. Mais à quoi ça sert finalement la vision à distance? Alors, je peux entendre que dans les enquêtes policières, par exemple, des médiums Hmm. soient sollicités pour retrouver des victimes ou faire progresser des investigations. Mais quelles sont les autres finalement applications de ce type de pratique? À quoi ça sert? Oui, très bonne question. Donc, bon, tu as déjà nommé quelques applications, donc la recherche de personnes disparues, la recherche d'objets aussi. Ça a été utilisé dans l'archéologie aussi. Pour, on a Stephen Schwartz dans les années 70 qui a utilisé le remote viewing pour retrouver des artefacts dans la mer. Ça s'appelle le projet Alexandrie pour ceux qui voudraient s'intéresser au sujet. Il y a un livre qui est sorti là-dessus d'ailleurs. Ça sert aussi à faire de l'espionnage psychique, à pouvoir décrire à distance des situations, des personnes, des objets. Et puis moi, je l'utilise surtout comme c'est vraiment un excellent outil pour développer l'intuition. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie Hmm. de l'intuition, puisqu'en faisant du remote viewing, on va apprendre à actionner tous les leviers qui va te permettre d'être plus intuitif au quotidien. C'est-à-dire apprendre à lâcher prise, apprendre à écouter son intuition, parce que tout le monde est intuitif, mais on ne l'est pas parce qu'on l'écoute pas. Mhm. Aussi à porter son attention sur ses ressentis corporels. On est de plus en plus déconnecté de son corps. Donc apprendre à traduire ce que nous dit notre corps, puisqu'il a été démontré scientifiquement, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait le corps, c'est comme une éponge qui capte les informations avant que les choses se produisent. Il y a une précognition corporelle qui existe, a été démontrée en psychologie.
Et aussi une capacité à poser une intention, parce qu'en fait, l'univers fonctionne comme ça. Si on pose pas d'intention, il se passe rien. Donc aussi, apprendre à poser une intention de manière qualitative et oui, de la bonne manière. Donc on va utiliser en fait toutes ces mécanismes qui sont autant des attitudes mentales, j'ai parlé du lâcher prise, ou aussi de la gestion de l'ego, à aussi des mécanismes qui sont plus cognitifs, comme la concentration, l'intention, et puis l'attention, la concentration et l'intention. Voilà. Donc, on va travailler sur tous ces leviers et au quotidien, après, on va devenir plus intuitif. Moi, j'utilise professionnellement, on en discutait hors antenne avant, Isabelle. Je travaille dans les ressources humaines. J'ai commencé les ressources humaines en faisant du recrutement. J'étais recruiting manager, comme ils appelaient ça. Donc, en fait, j'ai à peu près 30 minutes, 45 minutes pour me faire une opinion sur un candidat. Alors, bien sûr que je vais utiliser des outils rationnels et je vais faire une analyse de CV, je vais faire des prises de référence, je vais effectivement poser des questions structurées, je peux faire passer des tests psychométriques aussi à mes candidats. Et il y a aussi ce feeling, il y a ce truc, en fait. Et puis, l'intuition, ça sert non seulement, je dirais, à être plus créatif, ça on n'en a pas encore parlé, de l'aspect créatif, innovant, trouver des solutions out of the box, comme on dit. Ça permet aussi d'être mieux en lien avec les gens, de mieux ressentir les gens, de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions au niveau, je dirais, de sa carrière, de sa vie, mais aussi dans ses relations. Donc en fait, ça sert vraiment à tout ça, l'intuition. Les applications, elles sont quasiment infinies. Mais on pourra parler après peut-être des projets que je mène avec l'Académie de l'intuition. Bah, on travaille, je vais peut-être venir là-dessus, mais on a travaillé sur des cas ufologiques aussi. On a fait des enquêtes sur des lieux comme le col de Vence, où il se passe beaucoup de choses en ufologie. Alors, Puis attends, la attends, dernière attends, attends. expérience que j'ai faite, Vas-y. Parce je que vais parler de la dernière expérience, parce vas-y, qu'elle est quand oui. même intéressante. Mais on va revenir Euh, après aux exemples d'avant. D'accord, mais parlons de ta dernière expérience. Ma dernière expérience, bon, j'ai quand même. Alors bon, moi, ce que j'aime bien, c'est leur donner des exercices pratiques à mes Oui. étudiants. Bien sûr, il faut qu'il y ait une application, il faut qu'on soit dans le jeu. En fait, l'intuition se développe dans la surprise et dans le jeu. Donc, je leur ai dit, bon, on va essayer de trouver qui va gagner la Coupe du Monde de foot. 2000, hein, on sait tous que c'est l'Espagne qui a gagné. J'ai mis un protocole en place, j'ai recruté une dizaine de mes étudiants, j'avais trois personnes qui faisaient les analyses de session. Ce serait trop difficile à expliquer le dispositif méthodologique. Oui, Bon, oui, pas mais besoin, on va en pas rentrer dans le gros, détail. il faut juste savoir qu'il y a 48 équipes. Le 17 juin, il y avait 48 équipes. Et puis, selon ma méthode, chaque équipe a les mêmes chances de gagner, donc 2,08% de chances de gagner. Autant l'Espagne que l'Iran, que la France, que la Suisse, que toutes les équipes, en fait. Et on a trouvé que c'était l'Espagne qui allait gagner la Coupe du Monde. Et on n'a Et pas comment vous avez deviné. fait ça? Eh bien, effectivement, ce qu'on a fait, bon, alors, le dispositif méthodologique est assez compliqué à expliquer. On Mais va en pas trop dans le gros, détail, c'est vrai. Parce oui, qu'il y a en plein de gros, questions. j'ai créé des paniers d'équipes, on va dire ça comme ça, que j'ai reliés à des images et j'ai demandé aux intuitifs de décrire la, l'image qui correspond au groupe auquel l'équipe gagnante est affectée. Voilà, sur 6 cibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intuitifs n'avaient aucune information. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le projet était de décrire le vainqueur de la Coupe du Monde, mais ne savaient pas dans quel groupe étaient affectées les équipes et ne savaient pas quelles étaient les images qui permettaient de relier les groupes avec, ouais, enfin, D'accord. l'équipe dans laquelle se trouve Bon, tu m'as compris. Enfin, voilà, ils étaient en aveugle total. Ils savaient juste que le D'accord. projet était de trouver le vainqueur de la Coupe du Monde. On a réussi. Donc, effectivement, le remote viewing, c'est voir dans l'espace, mais c'est aussi voir dans le temps, puisque le vainqueur a gagné un mois après, je crois. Je ne sais pas quand était la finale, je m'en souviens plus, quoi. Bon, bah voilà, on a réussi, ce qui est plutôt pas mal. Parce D'accord. on avait quand même on avait quand même à peu près 97,80% de chances de se planter. Ah bah oui, bah oui. D'accord, mais écoute, si c'était aussi simple, on pourrait l'utiliser pour trouver des trésors Ben, enfouis. c'est On ce qu'on fait. pourrait, par exemple, le tombeau d'Alexandre, ça fait des années qu'on le cherche, le fameux tombeau d'Alexandre le Grand en Égypte, on l'a visiblement pas encore trouvé. Est-ce qu'il y a, à ta connaissance, est-ce qu'il y a
des trésors ou des, comme tu dis, des sites archéologiques qui ont été découverts grâce à la vision à distance. Bah, le projet Alexandrie, c'est un bon, c'est un bon exemple en fait de ce qui a pu être fait en archéologie intuitive. J'ai C'est-à-dire, qu'est-ce un qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils sont dans la mer Méditerranée, ils cherchaient des artefacts en particulier. Et puis, bon, c'est quand même assez vaste, la Méditerranée. Et puis, alors, je connais pas le détail du protocole, mais ils ont utilisé le remote viewing et puis ils ont pu effectivement mettre la main sur des sites enfouis dans la mer, en fait. Ça a été fait. Euh, il y a des exemples aussi, je pense l'exemple de Jimmy Carter dans les années 70 où il cherchait un avion qui s'était écrasé dans la jungle en Afrique. Eh bien, bon, ils l'ont trouvé, puis Dieu sait si la savane, c'est quand même vaste. Bah, des exemples, il y en a tout plein. Je travaillais aussi avec une entreprise m'a contacté pour rechercher une technologie qui avait été dérobée dans un laboratoire. Bon, on a effectivement bien décrit où elle se trouvait, et puis le mandataire nous a dit oui, effectivement, il y a de fortes chances que c'est bien où vous le décriviez. Donc, Mhm. des exemples comme ça, j'en ai quand même un certain Est-ce, nombre. est-ce que selon toi, on devrait apprendre aux policiers finalement le remote viewing plutôt que de faire appel à des voyants? Euh, Bah oui, j'ai pas mal de policiers qui viennent à mes formations. Ah ouais. Oui. Donc, oui, bien sûr. Après, je recommanderais pas aux gens, aux voyants, de contacter la police euh, parce que, en fait, une fois que vous le faites, vous pouvez être déjà sur la liste des suspects. Enfin voilà. Et Mhm. puis, en fait, la police est obligée de prendre en compte votre témoignage d'une manière ou d'une autre. Vous voulez surcharger aussi. Mais oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un outil très important dans le cadre des enquêtes. Enfin, quand on fait des ressources humaines comme moi, je dirais pas que c'est une forme d'enquête, mais il y a des décisions à prendre qui sont quand même assez importantes en matière de recrutement, en matière de médiation, en matière de restructuration, qui ont des impacts Mhm. importants sur la vie des gens. Et puis qu'on est policier ou qu'on est pompier ou qu'on est dans ces métiers de l'humain et puis souvent de l'urgence à fort impact, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir travailler son intuition. Le remote viewing est souvent présenté comme une capacité permettant de dépasser les limites de l'espace, comme tu le disais tout à l'heure. Mais qu'en est-il du temps? Est-ce qu'on peut explorer le futur? Alors, Mhm. vous aviez trouvé les gagnants de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples à ta connaissance où on a pu explorer le futur et accéder à des potentialités qui se sont confirmées? Alors, il y a un projet qui est très intéressant qui a été fait par des Américains qui s'appelle Farsight. On peut aller sur le site internet, hein, c'est farsight.org. Et ils se sont amusés pendant des années à décrire. Alors là, on est au mois de juillet et on pourrait imaginer que je décris l'événement le plus important du mois d'août au niveau planétaire. Et ils demandaient justement à des remote viewers de faire leur session, leur séance intuitive au mois de juillet. Et puis ensuite, ils publiaient à peu près en fin de mois, comme maintenant, là on est le 27 juillet, et ben, leur séance et ils disent, ah, bah voilà ce qui va se passer le mois prochain, selon nous. Et ça donnait des expériences très intéressantes. Des fois, ils étaient à côté, bien sûr. Alors, remote viewing, c'est pas une science exacte, hein. On peut très Mhm. bien être à côté. Et des fois, ils étaient vraiment dedans, en fait. Donc, ce qui est intéressant avec le remote viewing, c'est que, bah, comme tout outil ou tout art ou toute pratique, ça fonctionne pas à 100%, c'est sûr. Tout dépend de la personne, tout dépend, je De la dirais, discipline, la volonté de la de la discipline. volonté, de la Mhm. forme de l'intuitif du moment. Est-ce qu'il est en lien avec la cible? Il y a des cibles qui sont plus faciles aussi à percevoir que d'autres. Est-ce que la cible parle à l'intuitif? Si la cible ne parle pas à l'intuitif, ça sera aussi plus compliqué. Donc il y a énormément de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais on sait qu'il y a des intuitifs qui seront beaucoup plus performants que d'autres pour plein de raisons. Soit ils s'entraînent plus, soit déjà naturellement ils sont beaucoup plus doués. J'ai mentionné Mac Moneagle avant. Mais ils ont eu des résultats, oui, ils ont eu des résultats très intéressants qui sont consultables sur leur chaîne YouTube, par exemple. Alors c'est en anglais, mais ça a été exploré en long et en large aussi.
Est-ce qu'on peut assister à des guerres dans l'invisible comment dire, entre remote viewers? Parce que vous pouvez pratiquer ces visions à distance, mais est-ce qu'il existe des contre-attaques, si je puis dire, des gens qui viennent parasiter nos propres facultés de percevoir certaines cibles. Est-ce qu'il y a, par exemple, quand on fait de l'espionnage militaire, je suppose qu'il y a des militaires aussi de l'autre côté qui ont ces facultés et qui peuvent quelque part protéger le site de ce type d'intrusion énergétique. Comment ça se passe? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, l'espion psy Lynn Buchanan, qui est encore vivant aussi, il a écrit un livre qui s'appelle The Seven Sense. Il n'a pas été traduit en français. Il parle de ça aussi parce que il était effectivement attaqué par les soviétiques, par les Ah, Russes à l'époque. Et il essayait de se protéger de ces intrusions et lui aussi, il essayait de voir ce qui se passait chez les Russes et puis aussi, ils essayaient de bloquer, mais par l'intention en fait. En fait, voilà, dans le milieu du développement personnel, on parle beaucoup des affirmations, n'est-ce pas? Mais en fait, on a beaucoup plus de pouvoir au niveau de la conscience qu'on nous le dit ou qu'on le soupçonne. Et puis, il y a une capacité, je pense, à provoquer son futur. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein. ouais. Mais aussi, je dirais, le fait de pouvoir se protéger, eh bien, ça participe au même phénomène. Tout à fait. Mais ça passe Est-ce par l'intention. Euh, est-ce que pour toi, le remote viewing nous ouvre des portes d'une nouvelle forme d'intelligence ou d'une nouvelle conception de la réalité? À quoi ressemblerait un monde où dans lequel on aurait toute cette faculté d'avoir cette perception à distance pour toi? Bah, en fait, on l'a tous à la naissance, cette perception. Oui. On est tous intuitifs et on est tous capables de faire de la vision à distance. Le problème, je dirais, c'est le conditionnement, Mm. c'est l'éducation, c'est la culture. Alors, je dis pas que c'est un problème en soi, mais il y a des expériences qui ont été faites à la NASA qui ont montré que les enfants, à la naissance, 98%, 98%, on est tous des génies créatifs. Mhm. Mais voilà, l'école, l'éducation, la culture fait qu'on est formaté et puis on est conditionné avec des croyances qui sont souvent, oui, des croyances limitantes. Il faut appeler un chat et on se bloque de ses facultés. Moi-même, petit, et je suis bien placé pour le parler, j'étais télépathe. J'étais télépathe petit et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal, Naturel. Mhm. naturel. Et c'est quelque chose que j'ai brimé au fur et à mesure de en devenant adolescent, devenant adulte, jeune adulte, avec les études, l'école. Puis aussi, il y a peut-être des processus biologiques, hormonaux, qui ont fait que j'étais moins connecté à ces capacités et que j'ai perdu. En fait, je peux plus faire ce que je faisais avant. Mais je sais que c'est réactivable. Et je pense que c'est la même chose pour la créativité, c'est la même chose pour l'intuition. En fait, les enfants sont hyper intuitifs. Hyper intuitifs. Moi, je le vois avec mes enfants. Puis je le vois, j'ai fait de l'enseignement aussi. Donc, en fait, ils captent les choses, ils comprennent les choses sans qu'il y ait besoin de mots, en fait. Et je Mhm. pense même que l'intuition, c'est pas un sixième sens. Je crois que c'est un premier sens. À ne pas confondre avec l'instinct, hein. Mais l'intuition, je pense que c'est quelque chose Mhm. qui se trouve aussi dans le règne animal et qui nous définit comme humains, en fait, comme entité vivante, l'intuition. Une machine ne sera jamais intuitive. Une IA ne sera jamais intuitive. Est-ce que en rendant les nouvelles générations complètement accros des écrans, enfin les grands et les petits, hein, tout le monde y passe, Hmm. hein, est-ce que c'est pas une manière justement de détourner nous autres de cette faculté naturelle à développer une intuition ou une télépathie exceptionnelle? Est-ce que c'est pas une manière de détourner cette faculté pour justement nous affaiblir, nous retirer ce pouvoir de développement personnel, finalement de faire de nous un peu des superwoman et des superman, quelque part, qui est un état finalement assez naturel si, comme tu dis, on laissait se déployer spontanément et naturellement toutes ces qualités ou toutes ces facultés. Est-ce que Hmm. tu penses qu'il y a quand même dans cette addiction aux écrans, par le divertissement, le scrolling, une volonté
de nous détourner de ce travail-là, d'explorer nos propres ressources intérieures? Bon, alors j'en parle, c'est le sujet de mon prochain livre, hein, Ah, Intuition 2.0, qui paraît dans un mois précisément, le 27 août, où je mets en tension le monde du numérique, de l'intelligence artificielle et l'intuition et le remote viewing. Donc, alors je pense pas qu'il y ait une volonté, je pense pas qu'il y ait il y ait une intention, je dirais, de la Silicon Valley, des gouvernements, de nous soumettre à travers le numérique et l'IA, mais je pense que ça y participe énormément. C'est-à-dire que je pense que le monde numérique et l'IA nous coupent de nous-mêmes, de nos ressentis. En fait, c'est quand même fou. Les gens ont des montres, tu sais, ils ont ces montres intelligentes qui vont oui, te dire combien d'heures tu dors, combien de pas tu as fait, la qualité de ton sommeil. Mais en fait, on est tellement déconnecté de nous-mêmes qu'on a besoin d'appareils pour savoir si on est fatigué ou si on a suffisamment fait ouais, d'exercice physique. ça me Donc en fait, dépasse. on est coupé de nous-mêmes. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, on est coupé des autres. Euh, j'ai lu encore une étude récemment qui a montré que actuellement, les plus jeunes générations communiquent plus à travers des dispositifs électroniques, comme on le fait actuellement d'ailleurs, qu'en face à face. Et ils trouvent ça tout à fait normal. Donc en fait, on est coupé des autres également, puisque tout est médié par le numérique. Enfin, les interactions sont médiées par le numérique de plus en plus, aseptisées, euh, normalisées dans le sens à travers des normes. Et puis aussi, on se remet de plus en plus à la machine pour prendre des décisions. Là, je veux parler des algorithmes, bien sûr. Oui. Euh, donc, moi, je ne suis pas contre l'IA, mais je suis pour une utilisation raisonnée de l'IA dans le sens où, pour moi, l'intuition est une boussole. L'intuition, elle vise l'alignement, elle vise la justesse, elle vise à nous faire avancer, en fait, dans la direction dans laquelle on doit aller par rapport à notre mission de vie. Et une IA, je pense qu'elle peut nous aider pour rendre les choses plus efficientes et plus efficaces. Mais la vie, c'est pas d'être plus efficace et d'être efficient, c'est de faire les bonnes choses au bon moment et les choses qui sont justes, en fait, la justesse. Et on est de plus en plus à confondre l'un et l'autre. Et j'ai peur qu'on se remette à l'IA pour prendre des décisions, où on remette notre libre arbitre, notre souveraineté intérieure à l'IA. Et l'IA, en fait, elle ne veut pas notre bien, pour être clair. L'IA, elle sert des intérêts qui visent le contrôle, le pouvoir et l'argent. Il y a un modèle économique derrière, mais il y a une idée de prévisibilité, il y a une idée de contrôle qui est évidente dans ces dispositifs numériques. Ça, Voilà, c'est après, des je pense... informations que tu peux vérifier avec la vision à distance. Oui, alors Si oui. si l'objectif de l'IA, c'est bien, bel et bien le contrôle, est-ce qu'il y a une manière de vérifier ça? Bon, alors je pense qu'il n'y a pas besoin du remote viewing pour le démontrer. Mais ce que j'ai fait, et j'en parle dans le livre, c'est que j'ai demandé à mes étudiants de décrire comment une IA s'interfacera avec un jeune homme ou une jeune femme dans 20 ans. OK? Ah oui. Parce qu'on voit que l'IA évolue à une vitesse faramineuse, incroyable. C'est stupéfiant, hein. C'est fascinant et c'est inquiétant en même temps. Et je leur ai évidemment, ils partaient d'une page blanche, hein. Ils n'avaient aucune information. Je leur ai donné en fait une coordonnée. C'est comme ça qu'on fonctionne en remote viewing. J'ai dit voilà, c'est un nouveau projet, allez-y. Et ils m'ont décrit. C'était assez inquiétant. J'en parle dans le livre, hein. J'explique, j'en fais une synthèse de ces séances intuitives, mais ils ont vu en fait une interconnexion très forte, comme si des dispositifs étaient intégrés à l'intérieur de ces adolescents en Ah ouais. 2035, je crois, ou 2040, je ne sais plus ce que j'avais fixé. Donc, ça nous renvoie un petit peu vers l'idée du transhumanisme ou de l'homme ou de la femme augmentée, et c'est ce que dit un Mark Zuckerberg ou c'est ce que dit un Sam Altman d'OpenAI, c'est-à-dire Ouais. que, ou surtout un Elon Musk, c'est-à-dire que si on veut ne pas se faire bouffer, passe-moi l'expression, par l'intelligence artificielle générale, parce que c'est vers ça, on tend vers cela, eh bien, il va falloir que nous-mêmes, on s'augmente en s'implantant des puces ou ce qui commence déjà avec les lunettes Meta d'ailleurs, qui sont dans le commerce, hein. Tu as Non, peut-être vu pardon, ces... Fabrice, tu veux dire que Oui. si on veut éviter justement
qu'on nous transplante des puces pour être augmentés selon les vœux des transhumanistes. Mhm. Nous autres, on doit développer nos facultés naturelles, intuitives. C'est ça, on pourrait du coup éviter cette tentation d'être augmenté de manière artificielle par le développement de nos facultés Bah, paranormales et parapsychologiques naturelles. C'est ça? À, à tout le moins, je pense que c'est maintenant que ça se joue, c'est pas dans 10 ans, ça sera déjà trop tard. Je pense que l'humanité prend le chemin où il y aura deux humanités, clairement. Une humanité qui sera augmentée à travers des dispositifs, à travers des sélections génétiques aussi, de reproduction, etc. Bah, ils visent l'homme immortel, hein, les transhumanistes, Oui. aussi incroyable que ça paraît. Officiellement, c'est ça. Ils ont une école qui s'appelle l'école de la singularité, d'ailleurs. Ils ont un gourou qui s'appelle Kurzweil. Donc tout ça est documenté. On aura ces gens qui peuvent se le permettre, un petit peu comme dans ce film qui s'appelle Elysium. Je sais pas si tu l'as vu, ce film Oui, de oui, science-fiction. oui. Voilà, donc une humanité, je dirais, une caste d'humanité qui a les moyens financiers pour le faire, et puis le reste de la population qui n'est pas augmentée, mais qui est donc soumis à cette caste. Bon. Voilà. Et je pense que si on veut pas en arriver là, il faut effectivement maintenant retrouver ce discernement qu'on trouve à travers l'intuition, parce que l'intuition, elle aussi, elle nous indique une vision du futur qui est désirable. Elle nous inspire, l'intuition. En fait, l'intuition nous veut du bien. L'intuition, elle est là, en fait, pour nous mettre sur le droit chemin, dans le droit, quand je dis droit, dans le juste chemin, dans le chemin qui est le bon chemin pour nous, mais autant individuellement que collectivement en tant qu'humanité. Donc, là, on est effectivement face à des IA qui nous illusionnent. En fait, l'IA ne fait que singer, elle n'est pas intelligente. En fait, on ne devrait même pas l'appeler intelligence artificielle. C'est de la simulation. Mais elle fait vachement bien le job. Ça on peut pas lui enlever. Donc, je pense que c'est maintenant que ça se joue. Donc, il y a des garde-fous qui doivent être mis en place. On devrait normalement pouvoir compter. Moi, je suis pas pour un interventionnisme à tout craint de l'État, hein. De loin pas. Je suis plutôt un libertarien dans mon esprit. Et je suis très attaché à la notion de liberté individuelle et de responsabilité individuelle et collective. Mais là, je pense que les États devraient effectivement maintenant commencer à intervenir. Alors, on a vu qu'en France, dernièrement, ils ont ce projet de loi d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je pense que ça arrive un peu tardivement. Mais je pense il y a des garde-fous à mettre en place, un Oui, peu sur le modèle de ce qui se fait sur le nucléaire, et puis c'est un d'ailleurs. petit peu la grosse excuse pour s'attaquer à la liberté Ah bah d'expression, ça de hein, toute au façon, nom de ça la de toute protection de la façon. jeunesse. Alors c'est Mais un bien petit peu un sûr. double tranchant. Mais bien sûr que c'est à double Mm. tranchant. Et c'est toujours comme ça, en fait. Il y a toujours un but avéré officiel et un but officieux. Et voilà. Mais est-ce que Hmm. cette pratique s'adresse aussi à des jeunes, justement, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui ont envie justement de se détacher de cette dépendance aux écrans et cette forme de fascination du tout numérique, du tout digital. Est-ce que, ils ont la possibilité aussi de suivre tes formations? Est-ce que tu as des activités pour les jeunes, pour développer l'intuition chez les jeunes? D'ailleurs, on devrait imposer ces cours à l'école de développer notre intuition. Je sais qu'ils le font en Inde et dans les pays nordiques. Ils font beaucoup d'exercices du développement de leurs facultés intuitives. Je sais même qu'en Inde, dans certaines écoles, ils arrivent à ils arrivent à demander aux enfants à déplacer des objets et ça marche très bien. Donc, on devrait arriver effectivement chez nous aussi à donner ce type de cours, mais malheureusement, ce n'est pas encore à l'étude. Donc, est-ce que tu as des jeunes qui pourraient s'intéresser à ce que tu transmets et est-ce qu'il existe des activités? Donc, non, la formation que je déploie, tant virtuelle qu'en présentiel, n'est pas adaptée enfin, aux différents âges. J'ai pas fait différentes méthodes ou différentes versions de Mhm. cette formation en fonction du public. C'est vrai que les gens qui viennent à mes formations sont je dirais de tout bord. J'ai parlé des policiers, mais j'ai aussi des médiums qui viennent. J'ai des gens dans les médias, j'ai des artistes, j'ai beaucoup de gens qui sont dans les soins, des infirmières, les soins classiques, mais les soins plus spirituels aussi, énergétiques. Donc j'ai des dirigeants d'entreprise aussi qui viennent. C'est assez vaste, mais c'est Et vrai que tu la as des moyenne d'âge, jeunes. on est plutôt sur une moyenne d'âge de 50 ans, en fait. D'accord. Les plus jeunes que j'ai eus avaient peut-être 25 ans, 26 ans, mais c'est plutôt Mhm. rare. Euh,
Pourquoi? Je sais pas, je ne me l'explique pas. En fait, j'essaye de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, en fait, pour apprendre le Oui, remote viewing. C'est pour ça que j'ai sorti La science de l'intuition, qui est vraiment le premier ouvrage qui explique la méthode et le plus complet. mais Enfin, c'est je le ça. dis parce que c'est une Ouais, vérité. J'ai une formation en ligne qui est très abordable, je pense, au niveau économique. Et puis avec un suivi aussi, parce que je donne des cibles toutes les 2 semaines. Ensuite, ouais. je donne des projets, on en a parlé. Mais Puis j'ai une formation en présentiel aussi, plus chère. ça serait chouette peut-être de créer des ateliers pour les enfants, pour les Ça sensibilités serait à ce très type bien. de... Parce qu'on a besoin de Peut-être, ça, justement, que les jeunes ne soient oui. pas dénaturés dans leur faculté spontanée à ce type de pratique par les réseaux Il faudrait, sociaux. je pense, déjà commencer par... Parce que le remote viewing, c'est une forme de méditation. On est Ouais, dans l'instant présent, on peut pas être dans le passé, pas dans le futur, on est attentif au corps. Donc, on pourrait déjà commencer, plutôt que faire du remote viewing, parce qu'il y a quand même un protocole à déployer, c'est assez compliqué, je pense, pour un enfant, de travailler sur la méditation, en fait, dans les écoles. Moi, c'est ce que je c'est ça, ferais. c'est ça. Sur l'attention au corps, sur la capacité à poser une intention, une concentration. Mhm. Il y a tout à revoir dans le système Ah éducatif de bah oui, toute façon, hein. on est d'accord. Mais ça, Pour c'est moi, un on autre... fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est une absolument. catastrophe à tous les niveaux. Ouais, Enfin, voilà. c'est l'objet d'une autre émission, c'est sûr. Et je dis ça et j'ai beaucoup de profs dans ma maman est prof, ma tante est prof. Ah Donc ouais. je connais le milieu, j'ai été prof moi-même, donc je Ouais. sais ce que c'est. Hmm. Ouais, ça vaudrait la peine un jour de développer la question dans une nouvelle émission. Ouais. Euh, Tes travaux sur le remote viewing t'ont également conduit à t'intéresser aux ovnis. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que le remote viewing permet réellement d'explorer ce type de phénomène sans tomber dans de la projection mentale? Comment distinguer une véritable information intuitive d'un imaginaire fertile? Raconte-nous un petit peu tes expériences en lien avec ces manifestations extraterrestres, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup plus ouvertement, beaucoup plus librement, et c'est tant mieux d'ailleurs. Que peux-tu ou que souhaites-tu partager avec nous à ce sujet? Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est l'ufologie qui m'a amené au remote viewing et pas l'inverse. Ah, d'accord. Donc l'ufologie, je m'y intéresse depuis 40 ans. Donc je suis tombé dedans, j'étais tout petit. Puis je suis moi-même enquêteur, j'ai été témoin de Ah, beaucoup de manifestations, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus. Enfin ah voilà, bon? j'ai une vie d'ufologue avant une vie de Ok. remote viewer. Ah, raconte-nous, Ah, mais raconte-nous. alors, j'espère que tu as le temps parce qu'on en a pour un petit bout, mais non, mais j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'enquêtes. J'ai passé des mois au Brésil à enquêter, en particulier sur le cas de Virginia, aussi les cas de Colares. Voilà, j'étais à la Sorbonne il y a 3 ans pour le congrès de la Sorbonne, voilà, avec Jacques Vallée. Enfin bon, Ok. je sais même pas Parce que par où commencer, Parce quoi. que plusieurs remote viewers affirment avoir perçu, par exemple, des bases souterraines, Oui, des oui, alors technologies voilà. inconnues, Je- des oui. intelligences non humaines. Alors, Oui, raconte-nous. en fait, il y a un lien très fort entre l'ufologie et la vision à distance. Ce lien est connu des gens qui s'intéressent à la vision à distance, mais très peu connu des ufologues qui sont un peu dans leur monde. Mais bon, on ne Ouais, peut pas leur en vouloir. En fait, les architectes du programme Stargate sont déjà souvent soit des gens qui sont passionnés d'ufologie, soit des gens qui sont témoins et qui ont vécu des choses en lien avec le phénomène OVNI. Et moi, j'en suis il y a un exemple, la puisque moi, je suis démonstration, aussi ouais. témoin d'OVNI, voilà, la démonstration, et remote viewer. Et d'ailleurs, il a été démontré par le professeur Gary Nolan de Stanford, hein. Il est immunologue, et que en fait les rencontres avec ces phénomènes-là amènent les gens à développer l'intuition en fait. Ah ouais. Autrement dit, le fait de voir un ovni va Activer des agir facultés. Ouais, neurologiquement sur le cerveau. On a les ganglions de la base. Alors, je vous passe les détails au niveau ouais, ouais. neurologique, mais effectivement, il a pu constater une surconnexion neuronale suite à c'est ce qu'on appelle le centre de l'intuition, hein, les ganglions de la base. C'est ce qui contrôle aussi tous les mouvements moteurs chez l'être humain, inconscient, puisque l'intuition est un processus particulièrement inconscient qui est en lien avec l'inconscient. Eh ben, il a pu développer, effectivement, il a pu observer que les gens développent des capacités PSI,
de rétrocognition, de clairvoyance, et puis qui sont d'excellents, d'ailleurs, d'excellents remote viewers. Je vous parlais de Joe McMoneagle, mais Joe McMoneagle, ses capacités se sont développées suite à une expérience de mort imminente, parce qu'il y a aussi un lien très fort entre les expériences de mort imminente, le psy et les ovnis. Bon, voilà. Donc tout ça, pour répondre à ta question, Isabelle, comme ils étaient passionnés d'ufologie, tous ces gens, quand ils s'ennuyaient, en deux, trois missions qui étaient données soit par la CIA, soit par le FBI, soit par la DIA, soit par les Maisons Blanches, soit par les services secrets, et j'en passe, ils se donnaient des cibles ufologiques. Et il y a un projet, je crois, qui s'appelle le projet 8200. On les retrouve dans les archives du programme Stargate, donc c'est consultable en ligne, où ils se sont amusés à aller voir où sont les bases soi-disant extraterrestres sur Terre. Et ils ont pu localiser 6 ou 7 endroits où il y aurait effectivement des bases d'OVNI. Alors, il y en a une au nord de l'Espagne, c'est le mont Perdido. Il y en a une en Alaska. Il y en a une autre en Afrique. Il y en a une autre en Australie. Puis les autres Antarctique. lieux m'échappent. Antarctique, je suis sûre, en Antarctique. Oui, je crois qu'il y en a une en Antarctique aussi. En tout cas, il y en a une qui se trouve au mont Hayes, en Alaska. Ça, c'est sûr. Où il y a d'ailleurs beaucoup d'observations d'OVNI. C'est assez intéressant. Et puis, au Mont Perdido, en Espagne, c'est où j'ai fait, moi, ma première observation d'OVNI en 1989. Il y a aussi beaucoup d'observations là-bas. Et Tu peux ils nous ont décrit les raconter ce que bases. tu as. Juste avant que tu nous racontes, il y a aussi le mont Bugarach, je pense, non? En France. Alors, il apparaît pas dans ces archives. Ok, d'accord. Mais ça pourrait être effectivement un Ouais. projet pour mes étudiants. Moi, Il y a beaucoup de j'ai étudié. témoignages. Ouais, ce serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de On témoignages est, au mont on est Bugarach. Bugarache et puis il y a le col de Vence aussi, Ouais. proche de Nice, où j'ai fait toute une enquête là-dessus avec mes étudiants. Et puis on a fait une émission sur une autre chaîne sur YouTube. On a révélé nos résultats et puis on suspecte qu'il y a effectivement une base souterraine en fait sous le col de Vence. Enfin, Ouais. ils se connaissent pas, ils communiquent pas entre eux, hein, ils étaient en aveugle, mais tous mes étudiants ont vu un système de grilles sous terre, sous le col de Vence, avec un système hydraulique, etc., avec des militaires. En fait, ils ont perçu à peu près tous à peu près la même Ah ouais. chose. Et le lac Baïkal, tu as des informations sur le lac Baïkal? Parce que ça aussi, il est dit que Non, je sais pas. Non, ça mais serait il y aurait intéressant beaucoup que de tu choses à fasses une faire, tu enquête vois. sur le lac Baïkal. Parce que c'est. Non, non, mais c'est vrai mais il y aurait énormément à faire, hein. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as vu au Mont Perdido? Ah, moi, l'OVNI que j'ai vu, Ouais. oh, rien de spécial, un espèce d'objet de 150 mètres avec des hublots. Donc déjà ça, c'est pas mal. Et l'objet en forme de cigare a fait plusieurs virages à angle droit, quoi. Donc Mhm. ce qui exclut clairement un phénomène naturel. Donc c'est clairement un phénomène artificiel, mais on n'a pas la technologie pour faire quelque chose comme ça. Quand vous avez un objet qui fait des accélérations avec des virages à angle droit dignes du film Star Wars, vous vous dites soit il faut que j'aille consulter un psychiatre parce que là il y a un truc qui cloche. Mais bon, le problème c'est que j'étais pas seul à le voir. C'est ça, c'est ça. Il y avait d'autres témoins. Alors c'était en 89, hein, le web n'existait pas. J'ai essayé de retrouver un peu des. Je me suis dit que quelqu'un a dû le voir. Le truc faisait plus de 100 mètres. J'ai rien Mhm. trouvé. Ça aussi c'est une énigme. Alors ça, c'est une de mes questions. Est-ce que tu penses que certains objets volants apparaissent à certains et pas à d'autres? Est-ce qu'ils Ah sont oui, visibles à certains et pas à d'autres en fonction clairement, du niveau de vibratoire dans lequel tu te situes peut-être aussi, ou en fonction de bien sûr. tes facultés parapsychologiques? On est d'accord, ça, C'est il ce se qui, montre à certains et pas à d'autres en fait. C'est ce qui a motivé en fait mes 40 ans de recherche sur ce sujet. Parce Ouais, que je n'arrivais pas à comprendre que moi j'en voyais tout le temps. ouais, J'exagère, mais j'en ai ouais, vu des ovnis une vingtaine de fois au moins. ouais, Et souvent accompagnés de témoins, et pas d'autres personnes. Je me suis dit, mais il y a un truc, il y a un truc à creuser en lien avec ouais. avec la psychologie. Et c'est vrai que les ufologues, ils ont une approche, bon, moins maintenant, un peu grâce à moi, je dois le dire, parce que j'ai lancé un courant, hein, de recherche avec l'ouvrage OVNI et Conscience, qui est un ouvrage collectif, qui est paru il y a une dizaine d'années. On participait entre autres Philippe Guimand, que tu connais Oui, peut-être, oui. Isabelle, En tout cas, de voilà, nom, ouais. physicien. Mais je me disais, OK, on va étudier le phénomène sur sa dimension conscientielle ou psychologique,
et symbolique et même métaphorique, parce que le phénomène, avant d'être matériel, il est conscience avant tout. Je suis convaincu de ça. Il n'est pas que matériel, mais il est aussi immatériel. Mhm. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à tous ces sujets finalement. Mais en dehors du fait que tu as vu donc des phénomènes ovnis, est-ce que tu as également, à travers la vision à distance, rencontré des présences exogènes? À travers la vision à distance? Oui. Non. Enfin, pas moi directement. Après, dans le cadre de mes projets, oui, certains effectivement sont entrés en contact, ou en tout cas ont décrit ces présences exogènes, c'est vrai. Mais le problème de ces cibles, c'est qu'en fait, tu n'as pas de feedback. Je ne sais pas si je suis clair, mais si maintenant je te donne un exercice de remote viewing Bah oui, et te évidemment, laisse tu peux pas vérifier, hein, c'est et ça on le peut pas problème. vérifier, Ouais, donc bah c'est un petit peu évidemment, embêtant. Tu peux me c'est dire, bon, ça. bah, maintenant on va sur la face cachée de la Lune, Ouais, je vais te ouais, décrire des bases extraterrestres, etc. Mais c'est ça. c'est tout le problème de ces cibles, en fait. Alors, bon. Mais par exemple, est-ce qu'avec la vision à distance, on peut vérifier une actualité, une information de l'histoire, un événement historique? Par exemple, est-ce qu'on peut aller vérifier si on a bel et bien marché sur la Lune? Oui, oui, alors je te renvoie de nouveau à Farsight. Ils ont fait énormément de Ah projets ouais. de ce type-là. Alors, je t'ai dit qu'ils sont allés dans le futur, mais ils sont aussi allés dans le passé. Ils ont enquêté sur, je crois, la crucifixion du Christ, sur Ah, l'assassinat de JFK, sur les attentats du 11 septembre, sur le déluge. Et je crois que la plupart de ces vidéos sont en libre accès. ça Donc, s'appelle comment, Farsight? Farsight, Farsight. Ok, Euh, .com, .org. .org. Et donc, Mhm. la Lune, on y a été ou pas, d'après eux? Alors sur la Lune, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas s'ils ont travaillé sur la Lune, mais en fait, Ingo Swann, je l'ai mentionné avant, c'est ce qu'il raconte dans son livre Pénétration, qui est peut-être le livre le plus connu. Il en écrit beaucoup des livres, hein, Ingo Swann, mais il écrit le livre Pénétration où il explique une histoire complètement incroyable. C'est-à-dire qu'il est à New York, parce il est new-yorkais, il habite à New York, et il se fait enlever. On lui met un bandeau sur les yeux, on l'amène dans une base, on le met au sous-sol de la base, et des agents d'une agence gouvernementale lui disent, écoute, maintenant tu vas faire du remote viewing et on va te demander d'aller voir ce qui se trouve sur la face cachée de la Lune. Et là, il écrit des artefacts exogènes, des bases, des intelligences exogènes. Et le truc, c'est qu'on sait qu'Ingo Swann, c'est un gars super sérieux, en fait. Ah Enfin, c'est ouais. un des architectes de la méthode, c'est pas un rigolo. Et on sait pas quoi faire de cette histoire, parce elle est complètement hallucinante. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité au cours de l'histoire telle qu'elle nous a été racontée. Alors, sans aucun doute, Ouais, sans aucun sans doute. aucun doute. D'ailleurs, j'aimerais Oui. juste donner comme info à nos auditeurs. Je vous invite à euh, découvrir vraiment l'excellent documentaire de l'Italien Massimo Mazzucco qui s'appelle American Moon. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce documentaire, Fabrice. American Moon de Massimo Mazzucco, vous le trouvez sur YouTube, qui est en version intégrale, qui en fait démontre par A plus B que l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et c'est très bien foutu avec beaucoup, beaucoup de preuves et de témoignages concrets. Donc c'est vraiment difficile de, ne, de mettre en doute vraiment la rigueur de cette enquête. Voilà, petite fin de parenthèse. Euh, la vision à distance est souvent présentée comme une méthode neutre, indépendante de toute croyance, ce qui lui donne une jolie légitimité, hein. Euh, Pourtant, ces implications interrogent les grandes traditions spirituelles. Est-ce que les religions ont déjà décrit, sous d'autres noms, d'après toi, cette capacité de percevoir au-delà des sens? Comment est-ce que cette pratique dialogue avec le christianisme, le bouddhisme ou les traditions contemplatives? Comment c'est perçu par les religions? Est-ce que c'est vu comme quelque chose
de diabolique, d'occultiste, hein. Comment est-ce que ça cohabite avec la religion ou la foi? Alors bon, il y a beaucoup de visions dans les Écritures, hein, surtout en particulier dans l'Ancien Testament. Bah, je pense à Ézéchiel, mais bon, Ah il y en oui, a beaucoup, effectivement. Ou je pense tout simplement à l'Apocalypse de Jean, hein. C'est que des visions finalement. Il décrit la fin des temps. Donc il y a un côté, c'est pas de la divination, mais il y a un côté clairvoyant, clairement, qu'on retrouve en tout cas dans le christianisme. Je crois que c'est la même chose en avec islam. Nostradamus. Avec Nostradamus, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'était un des premiers remote viewers, Nostradamus? Ah, pour moi, c'est vraiment un clairvoyant en fait, avant d'être un remote viewer. Ce qui fait la particularité du remote viewing, c'est qu'on va déployer un protocole. On Alors justement, j'ai va, pas tout à fait, excuse-moi, hein, c'est moi qui suis un peu lente. J'ai pas compris la différence entre le voyant, le clairvoyant et le remote viewer finalement. Hmm, Le le, remote viewer, il y a le protocole, d'accord, mais peut-être que le clairvoyant, non? ben non, bon, enfin, moi je travaille avec des médiums. Il m'arrive de connaître, je connais des médiums, je travaille avec des médiums, donc je vois bien qu'ils fonctionnent. Ils n'utilisent pas de protocole. En fait, en D'accord. général, Ça vient comme ça, hein, chez se eux. mettent, oui, oui, de ceux que je connaisse, oui, ils se mettent dans D'accord. des états altérés de conscience, de relaxation. Bon, je le fais aussi de temps en temps d'ailleurs, hein. Mhm. On peut cumuler les pratiques, ça n'empêche pas. Et puis, bah, tout simplement de capter ce qui vient. Bah, certains font appel à des entités, à des énergies. Enfin, on leur donne le nom qu'on veut, bien sûr. Euh, mais avec le remote viewing, on va vraiment déployer un protocole dans le sens où on a des étapes et on a des choses à faire à certains moments, des intentions à poser, des questions, à faire un questionnement intuitif, et puis aussi faire ce tri entre ce qui relève du mental et ce qui relève des perceptions pures intuitives. D'accord. Donc il y a un aspect un peu militaire, on va dire, il y a un aspect protocolaire, mais qui est là pour nous aider. En fait, ce sont des béquilles. En fait, je dis toujours, le remote viewing, c'est de la voyance pour les nuls. C'est-à-dire que si tu Mhm. n'arrives pas toi-même à faire de la voyance, eh ben, tu as un protocole qui est là pour t'aider à te connecter à ces informations et à les descendre au niveau conscient et à les traduire. Alors pour revenir aux religions, donc cette pratique ne s'inscrit pas en porte-à-faux avec une pratique spirituelle chrétienne, bouddhiste, Non, bon, alors, musulmane. et on la retrouve dans les Écritures, bien sûr. D'accord. Le bouddhisme, bah, on sait que dans le bouddhisme, la méditation occupe bah, j'étais au Sri Lanka il y a encore qu'on se parlait, donc j'ai pu faire une méditation dans un temple, je crois, 2, 3 jours après on s'est parlé au téléphone. Bah, évidemment, le bouddhisme met la méditation, je dirais la méditation de la pleine conscience en particulier, comme l'un des piliers en fait, de sa pratique. Et comme je disais avant, le remote viewing est très proche de la méditation dans le sens où on lâche prise, dans le sens où on est dans l'accueil des sensations, dans le sens où on est dans le non-jugement, dans le sens où on est aussi oui, dans la connexion à soi-même et dans la gestion du mental et de l'intention, parce que être méditant, c'est être actif, c'est pas se laisser aller aux rêveries, hein, bien sûr, on n'est pas là pour ça. Donc en fait, pour moi, c'est totalement en lien avec ce qu'on retrouve dans les écritures et dans les traditions même orales, quand elles ne sont pas écrites. Par contre, ce qu'il faut savoir, on le sait, c'est que, et je vais venir sur le projet Stargate, c'est qu'en fait, ensuite, l'Église a décidé de combattre en fait ce qui s'appelle des superstitions, des croyances ou de la sorcellerie. On sait qu'il y a une chasse aux sorcières et à toutes ces pratiques, je dirais, de divination, des oracles, et la vision à distance en fait un petit peu partie d'une certaine manière. Et attention, accroche-toi, c'est vrai que le programme Stargate a duré 23 ans, c'est pas pour rien, oui, ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, il l'aurait arrêté avant, bien sûr. Il était audité chaque année, le programme. Mais en fait, personne ne voulait le financer parce qu'il avait une odeur de soufre. Et il faut savoir qu'au sein et c'est encore le cas maintenant, hein, 50 ans après, c'est encore le cas, au sein de l'appareil militaro-industriel américain, il y a, il y a une frange des militaires, et c'est souvent des gens très haut placés, c'est souvent plutôt des conservateurs, qui pensent que toutes ces pratiques-là sont l'œuvre du diable. Et ce sont des intégristes chrétiens, hein, on est d'accord, qui ne veulent pas avoir affaire Mm. aux ovnis. Pour eux, les ovnis sont des démons. Et c'est d'ailleurs le cas du vice-président
Le vice-président actuel, son nom m'échappe. Vance. Ouais, Vance, voilà, pour lui, Vance, les ovnis existent, mais ce sont des entités démoniaques. C'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu en islam avec les djinns, n'est-ce pas? Oui, Cool. Et puis, même chose pour le remote viewing. Pour eux, c'était l'œuvre de sorciers ou de démoniaques ou je ne sais pas quelle ok. croyance absurde ils ont, ces gens. En fait, c'est drôle parce que les sceptiques disent que nous, les intuitifs, qui avons une approche qui est la plus rigoureuse possible, nous sommes dans la croyance. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on ne croit en rien. Nous, on expérimente. En remote viewing, on expérimente. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas dans Ok. une croyance. On regarde si ça fonctionne et si ça C'est fonctionne ça. pas, ça C'est fonctionne, on ça. teste et voilà, on fait ça. Mais c'est encore les gens qui critiquent notre méthode qui sont eux dans des croyances complètement, évidemment, par définition Ouais. irrationnelles, Mhm. avec des histoires de démons qui tiennent pas la route d'ailleurs, Alors, voilà. j'ai une question. Moi, je suis assez intéressée, d'ailleurs, ça va être l'objet d'un de mes prochains articles par le projet Looking Glass. Tu as sûrement entendu parler de ça, hein? Selon plusieurs lanceurs d'alerte autoproclamés, notamment Dan Burich, Bill Wood, ou encore des intervenants de ce projet Looking Glass, ce serait un dispositif extrêmement avancé permettant de visualiser des futurs probables. Certains le décrivent comme une technologie rétro-conçue à partir d'engins non humains, d'autres comme une machine exploitant des propriétés de l'espace-temps ou des champs électromagnétiques. Est-ce que tu en as entendu parler? Parce que cette machine montrerait non pas un futur figé, mais des lignes de temps probables. Certaines décisions humaines modifieraient ces probabilités. Certaines décisions humaines de nos dirigeants seraient prises sur la base de ce qui est vu dans ce, qu'est-ce que je peux dire, dans cette boule de cristal. Je ne sais pas à quoi ressemble cet objet. Bref, que penses-tu de ça? Est-ce que tu en as entendu parler et est-ce que la vision à distance se rapproche plus ou moins de cette technologie de voir dans le futur plusieurs lignes de temps possibles? Bon, Dan Burich, ça me donne pas tous les garants de crédibilité comme ça. Ok. Alors c'est peut-être pour ça que je me suis pas plus intéressé à ce sujet, mais j'en ai entendu parler. Donc ce terme ou ce nom de code me dit quelque chose clairement, mais je me suis pas penché dessus. Ben, ça me semble un peu nébuleux comme ça. Mais en tout cas, ma question, peut-être je peux la ramener Hmm, à la vision à distance finalement, si tu n'as pas ouais. entendu parler de ça. Du coup, est-ce que tu crois que nos dirigeants, parfois pas forcément bien intentionnés, Hmm. pratiquent la vision à distance pour décider du cours du monde et pousser les populations dans une direction plutôt qu'une autre? Euh, alors, j'ai rien qui m'indique qu'ils utilisent la vision à distance. Alors, ils l'ont utilisé pour faire de l'espionnage psychique durant une vingtaine d'années, mais je pense qu'ils traficotent, on va dire ça comme ça, pour rester poli, avec certaines énergies, je vais rester poli là aussi, de manière à obtenir de l'influence ou des pouvoirs et puis à orienter le cours des choses. Je pense qu'ils sont très au fait, quand je dis ils, alors c'est générique évidemment, mais dans ce milieu-là, plus que dans les milieux populaires ou dans les milieux, je dirais, de la population tout venant, au fait que bah, l'énergétique existe, qu'il Ouais, existe à différents niveaux des entités et que ces entités peuvent être mobilisées pour le bien comme pour le mal, à des fins personnelles ou à des fins politiques. Je veux dire, on le sait. En France, bon, on a eu, il s'appelle comment, Mitterrand. oui, Bon, c'est bien connu que Mitterrand consultait des voyantes, puis c'était quelqu'un de culture, hein. On peut pas dire qu'il n'était pas cultivé, Mitterrand, hein, de loin pas. Mais donc c'était quelqu'un effectivement qui était aussi très au fait de ces, comment dire, de cette réalité-là, de cette réalité du subtil, du spirituel et de l'énergétique. Et c'est la même chose à Hollywood, sans tomber dans le complotisme, mais je connais des gens qui ont travaillé à Hollywood avec des acteurs très connus, mm, que je nommerai pas, et ils m'ont dit que c'était effectivement une réalité.
Ces gens ont des studios, donc je sais que c'est des gens sérieux et qui me disent la Ouais. vérité. Donc, en fait, dans tous ces milieux-là, c'est connu qu'on peut, effectivement, on parle de pactiser avec le diable, Mhm, pour prendre une expression courante, mais c'est vraiment une réalité et l'Église le reconnaît à travers, par exemple, l'exorcisme. ouais. Enfin, voilà, peut-être que j'ai fait un grand écart ici avec l'exorcisme, mais effectivement, il y a des esprits, il y a des énergies, on appelle ça comme on veut, démons, etc. On parlait du vice-président avant. Alors, je ne pense pas que les ovnis sont d'origine démoniaque, je ne pense pas que c'est le cas, mais oui, les démons existent. Ça, c'est évident. Mhm. Euh, hmm. Et le Blue Beam Project, comment faire la différence entre une possible invasion extraterrestre sous la forme d'hologramme et puis une vraie manifestation d'objets volants non identifiés? Est-ce que on aura justement le moyen de faire la différence? Et j'y crois. Moi, le projet Bluebeam, ça fait 20 ans qu'on m'en parle. Et j'ai un peu de peine, je le vois pas se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Alors, pour moi, c'est Serge Monast, hein, qui avait lancé ce concept et cette idée qui s'appuyait, me semble-t-il, sur pas grand-chose de tangible ou de matériel, donc difficilement vérifiable. Je trouve l'idée intéressante et assez séduisante, mais ça fait quand même, je rappelle, 20 ans qu'on en parle et 20 ans qu'il ne Mhm, se matérialise pas, ce projet Bluebeam. mhm. Alors, c'est vrai qu'on a certains acteurs de l'ufologie qui sont influents. Je pense à Stephen Greer, Oui, c'est ça. qui a souvent, mine de rien, même s'il n'est pas tellement apprécié dans la communauté ufologique, raison, parce que Ouais, les faits lui donnent raison a posteriori, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas au niveau de sa personne. Mais ouais, toujours est-il que factuellement, si on fait l'effort d'analyser ce qu'il dit et on regarde les faits, on voit que souvent il est précurseur, il dit des choses qui se produisent et qui sont vérifiées par la suite. Et lui, effectivement, pour lui, le projet Bluebeam, c'est ce qu'il lui aurait dit, en fait, l'assistante ou la secrétaire de Werner von Braun. Werner von Braun, il ne faut pas oublier que c'est un des architectes de la NASA, du programme de la NASA, du programme Apollo. Il lui a dit, voilà, là, il lui a dit quelque chose comme la dernière carte que va jouer le gouvernement américain, c'est de faire une fausse invasion extraterrestre. Alors, il n'a pas prononcé le mot de Blue Beam, mais on pourrait imaginer que ça prenne la forme du projet Blue Beam, quoi, que pour cette, fédérer les peuples derrière les dirigeants c'est ce que disait qui Ronald deviennent de Reagan plus en dans plus son. impopulaires. Ouais, En 1988, Ronald Reagan a fait un discours ici à Genève aux Nations Unies en disant, mais ce serait fantastique qu'un jour, effectivement, toutes les différences, il parlait d'antagonisme, hein, tous les antagonismes disparaissent parce que, effectivement, il y aurait, les peuples seraient obligés de s'unifier contre une menace c'est ça. extraterrestre. Mais Et puis, après, ce qui nous renvoie au gouvernement mondial et une dictature ouais. mondiale, bien sûr. Bon, puis c'est un grand classique aussi de fabriquer une menace pour se présenter en sauveur et en Bah, ça, on gentil. l'a vu durant le 11 Ouais, septembre. exactement, Avec le exactement. Patriot Act, entre autres. Oui, bah, on construit des ennemis, en fait, effectivement. Et puis on peut justifier après la privation de C'est ça, liberté. c'est ça. Puis on l'a vu avec le Covid. Puis bon, j'en passe, quoi. Dernière question, cher Fabrice. Si on peut réellement accéder à des informations situées dans le futur, et bah, ça a déjà été prouvé plusieurs fois, que devient notre liberté? Est-ce que le futur est écrit ou simplement esquissé? Est-ce qu'on a encore un libre arbitre selon toi? Quelle est notre marge de manœuvre? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas forcément les connaissances et les compétences pour répondre de manière très pertinente à cette question. Mais bon, je m'inspire pas mal des travaux de Philippe Guimand. Alors, et ma sensibilité et mes croyances aussi, mais ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est qu'effectivement, les choses sont plus ou moins écrites, je pense. Mais c'est mes croyances, hein. Je pense qu'on s'incarne avec une mission de vie, on a des choses à faire sur Terre. Alors, charge à nous de trouver quelle est cette mission de vie, mais on la découvre en chemin et c'est ce qui fait la beauté de la vie, tôt ou tard, certains plus tardivement que d'autres. Et ensuite, je pense qu'on peut, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, quand même pouvoir prendre des orientations et prendre des décisions. Donc je pense que le libre arbitre, il existe, mais dans le cadre d'un scénario qui est déjà plus ou moins écrit.
Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'on peut faire des variations, j'appelle ça des petites variations par C'est rapport à ça. ce qui est écrit, mais quand même, il y a des déterministes qui sont importants. Et je crois que ça renvoie aussi tout simplement à la biologie, puis à notre état d'être humain. Enfin, on pense qu'on a le contrôle sur tout, qu'on peut choisir. Enfin, de nos jours, on essaye de nous faire croire. Alors, je fais une digression là, mais que si maintenant je veux m'identifier à une femme, ou je veux Oui. m'identifier à un frigo, ou que je veux ci, je veux ça, je peux le faire. Et qu'en fait, tout est construction sociale et tout est construction culturelle. Mais non, il y a un déterminisme biologique qui est très important en fait, autant chez l'homme que chez la femme. Et même génétique, même génétique. Il y a énorme, on voit avec les travaux qui sont faits dans l'épigénétique que finalement, il y a très peu de choses qu'on contrôle dans notre vie. Sans parler de la question du libre arbitre, mais de manière générale. Déjà, à ma naissance, je ne contrôle pas l'heure de ma naissance, je ne contrôle pas l'heure de ma mort, à moins de me suicider. Et puis, la plupart des choses qui se sont passées dans ma vie, en fait, quand je l'analyse, en fait, ce sont des choses que je n'ai pas pu, j'ai pas pu contrôler et que de toute façon, je n'aurais pas pu avoir le contrôle dessus. Mhm. Hein, ne serait-ce que rencontrer les gens qui sont importants dans ma vie maintenant, n'est-ce pas? Donc on veut nous faire croire qu'on peut tout contrôler, mais en fait, au final, on ne contrôle pas grand-chose. Et je pense que c'est le cas un petit peu aussi avec cette question du libre arbitre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites d'avance, mais qu'on peut quand même plus ou moins effectivement naviguer. Mhm. Et ça, on le fait à travers l'intention, de nouveau, le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire poser son attention et vibrer, parce que ça passe par l'émotion. Quand on vibre quelque chose, on appelle des événements ou des choses qui sont en lien avec cette vibration et on Absolument. les attire à nous. Donc en fait, on va Absolument. attirer des futurs possibles. Et moi, je l'ai fait, je l'ai testé dans certaines situations de ma vie où j'avais des choix à prendre, des décisions à faire. Eh bien, en fait, j'ai visualisé mon futur C'est tout ça. simplement. Et en fait, c'est plus qu'y croire. C'est que pour moi, ce futur était déjà réalisé. Donc, je l'ai Mhm. matérialisé dans une espèce oui, dans une espèce de web cosmique. Et je l'ai attiré à moi, en fait, dans le réel, dans le concret. Mhm. Et ça fonctionnait, en Mhm. fait. Mais il Absolument. faut qu'au niveau inconscient, tu adhères à ça. Mhm. Alors, je vais donner un exemple. Si maintenant je me dis, OK, dans une semaine, je suis multimilliardaire, j'ai une Ferrari. Alors, je peux me visualiser avec ma Ferrari, multimilliardaire et tout ce que je veux. Mais le problème, c'est qu'il y aura une partie de moi inconscient qui va dire, qui va pas y croire, Mhm. qui va me Mhm. dire, ça peut pas se passer en une semaine. Puis même, peut-être dans 10 ans, ça se passera pas. Donc, ça va pas se matérialiser. Mhm. Je pense que, donc, on dit que la foi déplace des montagnes. Et pour moi, la foi, c'est ça, en fait. C'est cet aspect-là, en fait. C'est y croire, mais aussi à un niveau inconscient et intégrer l'information et la vibrer. En fait, tu peux C'est plus que d'y vibrer croire, ta vie. absolument. C'est vraiment de ressentir Ça va au-delà. C'est vibratoirement vraiment à travers le corps, le ressentir. cette réalité à Donc, laquelle on donc aspire. Ouais. voilà, donc pour répondre à ta question, oui, je pense qu'on a un contrôle à travers nos vibrations, à travers nos intentions, mais je pense que le gros du script, il est quand même écrit parce qu'on Mhm. s'incarne pour faire un truc, pour remplir des missions et puis pour évoluer. Mais c'est mes croyances, hein, Ouais. je peux On évidemment peut pas le dire démontrer que scientifiquement. on pourrait dire que notre vie est un petit peu comme un tracé sur un GPS avec un point de départ et un point d'arrivée. Et puis quand on sort de la route, hein, on peut Mhm. prendre des détours et puis recalculage d'itinéraire et il nous ramène un peu toujours à la destination avec des recalculages d'itinéraire. Moi, je pense qu'à chaque seconde, selon notre état d'esprit, selon nos peurs, nos croyances, nos conditionnements, nous sommes toujours en recalculage d'itinéraire mais qu'au final, effectivement, c'est tout tracé, quoi. Et il n'y a qu'à se laisser porter dans cette grande danse de l'existence. Merci beaucoup, Fabrice Bonvin. Merci beaucoup de ce partage. Au plaisir donc de te rencontrer pour de vrai. Est-ce qu'il y a une conférence en prévision? Alors, je vais m'occuper de la promotion de mon prochain livre, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'était un gros travail pour moi, qui a duré plus de 3 ans, de documentation sur l'intelligence artificielle, sur le numérique. C'est un très beau livre, je pense. Donc, j'espère qu'il va rencontrer son public et Et je si on veut serai te rencontrer, amené. ouais, Pardon? si on veut te rencontrer physiquement, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de conférence prévue hein, ces prochains Alors, temps. je ferai des conférences, en tout cas, comme j'en fais maintenant, ou en studio. Et puis, pour les D'accord. rencontres, j'espère bien pouvoir participer à des colloques et des congrès dans le cadre de la sortie de mon livre. Mais il n'y a rien qui est planifié pour l'instant. Il faut savoir que je travaille, entre autres, avec Najib Kari, que je salue au passage, de Vertical Project à Lyon,
D'accord. Donc lui, il est dans l'événementiel en partie, donc je pense que j'aurai l'occasion de faire des interventions. Et puis, il est possible qu'on fasse quelque chose à Genève, effectivement, l'année prochaine. Très bien. Je te Voilà. remercie et à très bientôt, cher Fabrice. Merci. Merci, merci Isabelle, merci.